Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Journée mondiale de la liberté de presse. L'édition de cette année au Bénin s'est déroulée dans un contexte où le pays a une fois encore dégringolé. Le dernier rapport d'RSF, Reporters sans frontières, renseigne à suffisance. En 5 ans, le pays aura perdu plus d'une trentaine de places, 36 plus précisément. Une première qui interpelle et autorités à divers niveaux et professionnels de médias. Liberté de presse sous le régime Talon. En 20 mots, le débat, mesdames, messieurs, avec un consommateur de produits de presse, pas n'importe lequel, un universitaire et un responsable d'une des structures fêtières des hommes de médias. Tout de suite et maintenant, nous allons les découvrir. À ma gauche, il a nom, docteur Paul-Marie Ouessou. Il n'est plus à présenter. Il a accepté donc être des nôtres, enseignant-chercheur. Il est théoricien de la gouvernance d'État. Docteur Paul-Marie Ouessou, bonjour. Bonjour Joël et merci de m'avoir invité à ce plateau. En tout cas, le plaisir est nôtre. En face de vous, un visage qui n'a non plus à présenter. Oui, Marcel Zoumeno. C'est son nom, journaliste de profession. C'est beaucoup plus le secrétaire général de l'ODEM que nous recevons aujourd'hui. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Marcel Zoumeno nous dira un peu ce qui s'est en temps passé pour que la liberté de presse soit en sursis, comme ça se dit. Marcel Zoumeno, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi. Les années passent, mais semblent se ressembler, mais en mal, pour les hommes de médias. En tout cas, c'est ce qui se dit à profusion depuis peu. Et Reporters sans frontières ne cesse de distribuer de mauvaises notes pour cette corporation. Je vais retourner d'abord vers le consommateur de produits de presse, pas n'importe lequel, comme vous l'avez constaté, pour nous donner son appréciation. La liberté de presse au Bénin, peut-on se permettre de dire vraiment qu'elle est en sursis? Bon, on va dire cela. Hein. On ne va pas dire qu'elle est en sursis. Moi, je vais dire qu'elle a terriblement reculé. Elle a reculé pour quelqu'un comme moi qui, dans l'histoire de notre pays, quand même, a vécu des choses hein, par rapport à la liberté de presse. Pour ne pas révéler un secret, j'ai été parmi l'équipe de Golf FM qui a dû commencer à émettre le 1er août de l'année 1997 pour forcer la main à l'État pour ouvrir les ondes en cette année-là. Et donc, quand vous avez vécu cela, que vous avez obtenu gain de cause, c'est-à-dire qu'après 3 jours d'émission, on a dû arrêter les émissions. Et puis, après ça, tout de suite, il y a eu donc des débats au Parlement. Et puis, on a voté la loi sur la libéralisation des ondes. Quand vous avez vécu cela et que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, on ne peut que constater effectivement qu'il y a un recul. Mais le recul est dû à quoi? Le recul, où est-ce qu'on peut situer les responsabilités? C'est cela, je crois. Donc on va essayer d'apprécier. Ok, merci beaucoup. Oui, Marcel Zoumeno, liberté de presse. Vous l'avez constaté, on a en tout cas un universitaire, mais bien indiqué pour l'exercice qu'on veut faire ce matin. Alors, que se passe-t-il exactement, suis-je tenté de vous demander, pour que les mauvaises notes s'enchaînent pour le Bénin, parlant de liberté de presse? Bon, pour moi, la liberté de presse, c'est un intrant. C'est un intrant qui entre dans l'ensemble de ce qu'on peut appeler la politique médiatique d'un État.
J'ai dit c'est un intrant parce que quand on parle de liberté de presse, pour moi, c'est beaucoup plus les pouvoirs publics qu'il faut voir. Beaucoup plus. Beaucoup plus les pouvoirs publics. Ok. Parce qu'il faut faire la différence entre la liberté de presse et la qualité de presse. La qualité de presse, c'est tout ça. Ça dépend de nous, les journalistes. Mais la liberté de presse, c'est l'environnement dans lequel nous travaillons. C'est les lois qui encadrent la corporation. Donc, quand on tient compte de ça, on voit beaucoup plus les acteurs. C'est eux qui votent les lois. La politique médiatique, vous êtes même là-dessus, c'est ça qu'il faut surtout voir. Oui, c'est ça qu'il faut surtout voir, parce que si les journalistes ne sont pas libres, c'est sûrement, et c'est surtout parce que les pouvoirs publics ne leur permettent pas de dire librement ce qu'ils veulent dire. C'est vrai que dans une proportion marginale, il y a des cas d'autocensure, mais dans la plupart des cas, c'est que la presse est fortement influencée par la politique qui se mène dans le pays, dans un pays donné à une période donnée. Mais les journalistes sont aussi des citoyens qui vivent un peu ce que vivent les autres citoyens. Et l'environnement aujourd'hui, l'environnement politique actuel au Bénin, c'est un environnement de psychose, de méfiance, de peur, personne ne veut parler. Et tout ça là influence les acteurs de médias. Soit parce que vous ne trouvez pas des gens qui répondent à vos invitations parce qu'ils ont peur de parler, soit vous-même vous avez peur parce que vous avez peur même de dire certaines choses. Et donc, c'est cet environnement qui explique ce que nous vivons aujourd'hui. Et les résultats même de Reporters sans frontières sont très indicatifs de la situation. En 2016, on était 118e. En 2021, on est 114e. Un décalage de 34 places. Je crois que depuis qu'on a commencé à être noté par Reporters sans frontières, c'est pour la première fois en 5 ans que le dégringolage a été aussi important. Et ça, il faut regarder du côté des pouvoirs publics. Retourner vers l'université qui a pratiqué aussi, comme il l'a signifié, la presse en termes de responsabilité pour apprécier ce qui se passe avec le Bénin. La politique médiatique de l'État est-elle l'idéal à observer? Non, oui, il y a la politique médiatique de l'État, mais il y a aussi à regarder dans l'histoire. Et si on regarde l'histoire, on peut expliquer beaucoup de choses dans notre pays. Ceux qui ont pris la tête de l'État à partir de 2016 ont vécu aussi comme nous dans le pays et ont vu un certain nombre de choses se passer. Et pour eux, il faut apporter une correction à ce qui s'est passé. Moi, je vais situer les responsabilités à 3-4 niveaux. Le premier niveau, bien sûr, c'est la politique d'information de l'État. Et on peut constater depuis la prise de pouvoir du président Talon que on est dans une situation où on veut beaucoup, disons, combattre ce qu'on appelle la désinformation. Et comment définir la désinformation? Là se pose toute la question. Quelle est l'information qui est correcte? Celle qui n'est pas correcte? Se pose toute la question. Selon celui qui veut condamner ou pas, on peut définir ce qui est correct ou ce qui n'est pas correct. Donc, un premier acteur, c'est la politique d'information de l'État. Le deuxième niveau, c'est les acteurs des médias. Les acteurs des médias parce que pendant longtemps, nous avons fait une presse qui se préoccupe des hommes plutôt que de se préoccuper de notre pays, de son évolution, de là où nous sommes, là où nous voulons aller et les idées qui animent, disons, l'évolution de notre État. Et donc, quand vous êtes dans cette situation où ce jour, vous constatez que la presse annonce barre sa une avec l'information que tel ministre ait fait quelque chose et vous voyez, ça alerte le gouvernement et après ça, il y a des conséquences. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que nous avions une presse qui focalise
son objectif sur les hommes. Et quand vous faites ça, c'est que ceux qui ont le pouvoir ont tendance à vous empêcher de focaliser votre objectif sur eux, mais de focaliser plutôt votre objectif sur ceux qui n'ont pas le pouvoir. Ça, c'est un niveau. Deuxième niveau, le troisième niveau, je vais dire, c'est les patrons de presse, je vais dire. Les patrons de presse. Ils ont fait une politique commerciale qui a progressivement fait que le premier consommateur de la presse, c'est l'État. Vous voyez un journal comme Le Monde, ce n'est pas l'État qui est son premier consommateur. Vous voyez beaucoup de journaux dans les pays démocratiques, vous verrez que ce n'est pas l'État qui est le premier consommateur. Le premier consommateur, c'est d'abord les populations. Alors, lorsque vous faites de sorte que le pouvoir de financement de vos activités n'est plus dans les mains des populations et que c'est plutôt dans les mains de l'État, eh bien, quand quelqu'un vient à l'État, quand quelqu'un vient au contrôle de l'État et décide justement de contrôler le flux d'argent vers la presse, vous êtes sûr que vous n'aurez pas, vous ne pouvez plus faire la presse libre. Parce que la presse, elle est libre parce qu'elle est financée de quelque part. Et ce que nous avons vécu au Bénin, c'est qu'on a progressivement, complètement, disons, rendu l'État le premier consommateur de la presse. Vous voyez les journaux, on n'a pas construit un réseau de distribution des journaux qui fait qu'aujourd'hui, les populations achètent les journaux, la circulation des journaux. Vous voyez à peu près dans notre pays, ce n'est pas grand-chose. C'est essentiellement dans les ministères, c'est essentiellement dans quelques directions, et c'est eux qui consomment. Et si eux sont des consommateurs, vous comprenez qu'il y a une influence nécessaire sur le contenu de la presse. Alors, tous coupables, êtes-vous tenté de dire, et État, et les responsables de médias? Et les responsables de médias, et les journalistes. Parce que moi, j'ai... La responsabilité, si vous devez la situer dans une proportion donnée, c'est possible? Dans une proportion donnée, je vais dire que... C'est-à-dire que il faut d'abord qu'on sectionne les périodes. Parce que si nous prenons la période de 2016 à aujourd'hui, on peut dire, oui, c'est l'État qui, disons, met la pression et qui fait que, bon, disons, la presse est ce qu'elle est. Mais comme je l'ai dit, si vous allez dans l'histoire et que vous constatez que dans l'histoire, vous voyez, on dépend de l'aide de l'État à la presse. On dépend de l'achat de l'achat des journaux par la presse et par l'État. On dépend de ces choses-là. Il est donc naturel que l'État, à un moment donné, pour contrôler la situation, prenne des décisions, que l'État prenne des décisions qui font que on a tendance à dire que l'État, c'est l'État qui est le premier responsable. Oui, on peut situer la responsabilité donc dans une proportion, une proportion de 50% quand même au niveau de l'État, mais les journalistes, la production de contenu et la production et, disons, la politique de commercialisation donc de la presse sont partie intégrante. Et il faut maintenant aussi, c'est-à-dire, je sais pourquoi je parlais de quatrième niveau. Le quatrième niveau, c'est justement les populations. Vous voulez une presse indépendante. Vous voulez une presse libre, mais vous ne voulez pas payer pour. Il y a comme on appelle un adage très simple chez nous qui dit c'est celui qui paie la farine qui a le pouvoir sur la pâte, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons une presse libre, nous devons pouvoir consommer la presse. Nous devons pouvoir payer pour.
Non pas à travers les impôts, parce qu'à travers les impôts, c'est toujours, disons, l'État qui sera responsable de distribuer ou de redistribuer la ressource, mais une presse écrite qui fait un bon travail doit être consommée pour pouvoir survivre et pour pouvoir produire des choses de qualité. Alors, Marcel Zmenou, vous avez suivi l'universitaire qui a élargi le champ d'action. Le mal dont souffre la presse béninoise en termes de liberté d'expression, si on ne l'identifie pas, on ne pourra pas mieux faire. On a espéré une presse beaucoup plus libre pour les années récemment passées. On l'espère encore pour les années à venir. Alors, le passé reste une réalité. Il faut pouvoir s'en inspirer et améliorer les années à venir. Mais si on ne fait pas le diagnostic, c'est qu'on ne pourra pas se relever. Le secrétaire général de l'ODEM apporte quel répondant à ces éléments énumérés? Oui, je crois que monsieur Ouesso a raison, parce que ce qu'il dit est vrai. C'est vrai que la presse, de façon générale, avait eu et continue d'avoir comme principal client l'État. Et la plupart des médias, qu'ils soient audiovisuels ou de presse écrite, étaient obligés de bénéficier soit des abonnements, ce qu'on appelle les reportages payants, ce que moi j'appelle aussi communication. Et en plus de ça, il y a l'aide de l'État à la presse qui contribue un peu. C'est vrai que c'est pas... Là, souvent, c'est des formations, des dotations budgétaires et autre chose qui contribuent un peu. Tout ça, là, venait de l'État. Aujourd'hui, presque tout ça a disparu. Presque tout ça a disparu. Et donc, quand sur le plan financier, vous n'êtes pas libre, vous ne pouvez pas être... Pardon, indépendant, vous ne pouvez pas être libre. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, si nous parlons du fait que la liberté du presse pose problème, le premier segment sur lequel il faut travailler, c'est cela. Travailler à avoir des médias financièrement indépendants. Ce que nous n'avons pas malheureusement pu le faire jusqu'à ce jour. Et comme l'a dit M. Ouesso, nous n'avons pas les responsables des organisations fêtières et les responsables des médias n'ont pas, excusez-moi le terme, eu des visions prospectives sur le long terme pour voir quelle économie. Oui, c'est ce que moi je constate, parce que si tout cela avait été pensé, oui, on allait éviter un certain nombre de choses, mais on s'est réveillé un matin, on voit un gouvernement qui dit, bon, je ne trouve plus très opportun d'accorder l'aide de l'État à la presse, qui a réduit les contrats, sinon on a supprimé la majorité des contrats, et puis nous voyons une presse qui a commencé par baver, qui a commencé par balbutier. Alors, et donc c'est cela. Mais le deuxième niveau, avant le deuxième niveau, dites, est-ce que cette presse-là a commencé à penser à son indépendance? Vous avez dit que ça manquait par le passé. Aujourd'hui, cette indépendance, cette autonomie, on a commencé à y penser pour en faire une réalité? Oui, parce que elle est condamnée à y penser, sinon elle disparaît. Et je crois que c'est en février dernier que le patronat avait fait une table ronde pour faire de nouvelles réflexions, pour voir dans quelle mesure sauver la presse, en tout cas sur le plan de l'indépendance financière. Ils ont fait des propositions intéressantes pour décrocher un peu la presse vis-à-vis de l'État, en tout cas sur le plan financier. Je crois que à l'étape actuelle des choses, il faut réfléchir à cela. Dans beaucoup de pays, les gens ont déjà développé ces approches. Mais là où ça sera compliqué, c'est que, comme l'a dit M. Ouesso, les auditeurs, les téléspectateurs béninois regardent la presse de loin. Et c'est vrai que quand la presse fait des merveilles, tout le monde applaudit, mais quand elle fait des gaffes, tout le monde la critique. Mais personne ne veut investir dedans. En tout cas, pour beaucoup de Béninois, ce n'est pas un secteur dans lequel il faut investir. Les rares personnes qui investissent, c'est les hommes politiques, et ils attendent seulement leur retour d'investissement par le biais de la publicité qu'on leur fait en retour. Et donc alors que moi, je fais partie de ceux qui continuent et qui disent toujours que c'est un secteur comme tout autre, qui est économiquement viable,
qui est même un secteur dans lequel on peut investir. Il suffit de changer les paradigmes, de revoir les choses et de produire du contenu qui intéresse réellement les Béninois. Mais là-dessus, j'ai quelque chose qui m'amène à nuancer tout ce que je dis, parce que dans ce pays, on a fait beaucoup de séminaires avec des structures. Le PNUD, à un certain moment, voulait s'investir, dit presse de développement. Il faut écrire des articles de développement. Mais je peux vous dire, de ma position de rédacteur en chef, j'ai occupé ce poste pendant une dizaine d'années. Chaque fois que vous envoyez un journaliste à l'intérieur du pays pour produire un article d'enquête ou un article qui révèle quelque chose d'original, qui n'est pas politique, le taux d'audience de cet article est en dessous de la moyenne des articles politiques. Sérieusement. Oui. Vous le dites que la population elle-même s'intéresse plus au domaine politique. On a l'impression que notre population ne s'intéresse qu'à lire du Yahi, du Hongbeji, du Talon. Sérieusement. Oui, c'est l'impression qu'on a. Et au point où, à un dernier séminaire, des confrères ont proposé, mais il faut peut-être penser à une éducation de notre population, une éducation à la presse de notre population. Maintenant, au secrétaire général de l'ODEM que vous êtes, dites, il y a des articles, par exemple, sur des questions de santé, et des questions d'environnement, et qui manquent d'audience. Tout à fait, c'est ce que nous constatons. Même ces secteurs-là. La dernière fois, je vous donne un exemple, nous avons bénéficié d'un projet pour aller faire des reportages sur des sujets de société, d'économie à travers le pays. Et c'est l'un de ces articles qui a révélé que le gouvernement a arrêté de financer, de subventionner les dialysés et qu'il y a déjà plus de 300 morts. Oui. Mais, cet article, par exemple, qui intéresse la vie des Béninois, qui intéresse la sécurité humaine, n'a pas eu autant d'audience que d'autres, par exemple. Et donc, ça, pour moi, ça pose un problème. Et je me demande si la presse, avec le temps, ne s'est pas adaptée à son lectorat. Monsieur l'universitaire, je me pose très bien cette question. Enseignant-chercheur, vous êtes interpellé. Non. Mais à ce niveau, ça devient compliqué, non? Oui, en fait, il faut dire que notre pays est à repenser complètement. Le Bénin est à repenser. On reviendra là-dessus, ce plateau. Ce plateau ne suffira pas pour repenser le Bénin. Oh, on va y revenir là, c'est trop gros là. Oui, mais M. Bassel Soumenou, sur les autres aspects qu'il a eu à évoquer, là, il faut aussi réagir. Réagir pour pouvoir parfait. Si, à un moment donné, l'État s'est rendu compte que la désinformation est devenue comme le sport favori des professionnels des médias. Est-ce qu'il n'a pas été utile à un moment donné de prendre ses responsabilités? Et peut-être là-dedans, il y a eu quelques malcompréhensions, parce qu'il a évoqué. Oui, mais je crois là, il faut nuancer les tableaux. Aujourd'hui, ce que nous constatons, il y a plus de désinformation dans les médias sociaux que dans la presse traditionnelle. Ça, je peux vous le dire parce que j'ai coordonné un projet financé par l'ambassade des États-Unis. On a travaillé sur ceci. Tout au moins, quand vous prenez les journalistes qui sont dans les médias classiques, la presse écrite, la radio, les médias en ligne, au moins, ils sont plus conscients de la chose. Et quand ils ont la première information, ils ne sautent pas sur ça. Mais c'est beaucoup plus dans les médias sociaux, WhatsApp, Facebook, Twitter, que nous voyons beaucoup plus cette désinformation. Donc, c'est... À ce niveau, il faut nuancer. Mais cela ne veut pas dire que dans la presse traditionnelle, il n'y a pas de fausses informations. Parce que le journaliste peut se tromper de bonne foi parce que sa source l'a induit en erreur. Ou soit karma qu'il est tombé sur une information, il n'a pas eu assez de temps de vérifier et c'est venu. Mais sur ces problèmes, c'est des problèmes d'autres professionnels, d'autres classiques sur lesquels nous travaillons, mais qui n'ont pas forcément un impact sur le classement de Reporters sans frontières. Les Reporters sans frontières tient beaucoup plus compte de l'environnement dans lequel exercent les médias. Et pour ce dernier classement, le Reporters sans frontières a mis en exergue le code du numérique qui est devenu une épée de Damoclès sur la tête des journalistes. Vous accordez-vous un blanc-seing à cela? Prendre le code du numérique comme le mal incarné, est-ce qu'on n'exagère pas? Bon, on n'exagère pas parce que tout au moins les derniers journalistes qui ont eu des problèmes judiciaires, c'est à cause du code. Je prends le cas de Ignan Soussou, c'est à cause du code.
qu'il a été condamné, qu'il a fait la prison. Quand on prend Casimir Pédor, c'est à cause du code. Quand il prend Mpévi Aristide, qui a été arrêté puis relâché, c'est à cause du code. Donc, si c'est à cause du code du numérique que tous ces confrères ont été persécutés, et on peut bien dire que c'est le code qui est incriminé. Mais là où les acteurs du pouvoir judiciaire n'ont pas, excusez-moi, n'ont pas très bien rendu service au gouvernement, c'est que il y a un article du code qui devait les amener à agir autrement. C'est l'article 558 qui dit que même si quelqu'un enfreint à une disposition du code du numérique et qu'il a un statut de journaliste prouvé par la carte de presse, on ne lui applique que le code de l'information, qui est le code qui régit réellement notre corporation. Le code du numérique, c'est beaucoup plus pour lutter contre la cybercriminalité et tous les crimes connexes. Donc, je crois qu'il y a un travail de sensibilisation vis-à-vis des acteurs judiciaires pour qu'ils puissent corriger le tir. Sinon, si on continue d'arrêter de poursuivre les confrères et à cause du code, il est évident que Reporters sans frontières continuera toujours à indexer le code. Mais il y a autre chose. Au-delà du code, il y a la manière dont les confrères sont poursuivis. Quelle est cette manière-là? Que l'OCRC aille chercher des confrères dans leur chambre, dans leur lit, dans leur maison, ce n'est pas la procédure, ce n'est pas des pratiques recommandées. Les journalistes, s'ils doivent être poursuivis, et moi je dis que je soutiens qu'on poursuive des journalistes, parce que si un journaliste a diffamé, pour le poursuivre, moi je ne suis pas du genre, il faut les dédouaner de toute poursuite. Si un journaliste a diffamé, il faut le poursuivre. Mais les textes ont dit que si on doit poursuivre le journaliste, on lui adresse une citation directe et il répond à la citation devant un tribunal. Mais on ne va pas le chercher. Et puis la détention préventive n'existe pas dans l'arsenal juridique qui encadre la presse. Et donc, c'est des trucs sur lesquels les associations professionnelles ont lutté pendant des années pour avoir. C'est ce qu'on appelle chez nous les acquis. C'est le terme que les syndicalistes utilisent, les acquis. Mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est en train de balayer tous ces acquis de côté. Et puis, bon, on nous applique les textes de loi comme monsieur tout le monde. Et c'est sur ces principes basiques que nous voulons que le gouvernement puisse tout au moins nous écouter. Jusqu'à présent, vous n'êtes pas encore écouté? Oui, il y a le dialogue qui est en cours. On parle avec le ministre pour attirer son attention sur ces choses. Ah, donc il n'a pas encore vu le ministre. Vous voulez attirer l'attention maintenant? Tant le ministre n'a pas encore vu. Non, non, le ministre a vu. Non, mais on essaie de rappeler ces choses pour que les gens ne puissent pas oublier. Dr Paul-Marie Ouissou, là, vous l'avez suivi, je ne le répète pas. L'autorité a un grand rôle à jouer, un code de numérique qui serait considéré comme le talon d'Achille. Ça dépend de quelle position l'on occupe, mais comment l'université apprécie? Oui, c'est-à-dire que je crois que vous voyez que tout ce qu'il a dit confirme un peu ce que j'avais dit au départ. Et ça, là, précisément, c'est le code du numérique, même la loi sur la libéralisation des ondes. C'est-à-dire que les politiques ont tendance toujours à résister. Je me rappelle, il y a eu un long débat, malgré ce qu'on avait fait le 1er août 1997. 3 jours d'émission, si c'était en cette période, vous comprenez qu'on aurait ramassé tout le monde de là. Mais si c'était aujourd'hui, on aurait ramassé tout le monde. Oui, mais c'est ce que Marcel vient de dire, qu'on va chercher les gens dans leur chambre. Ça explique tout. Mais ce que je veux dire en rappelant cela, c'est que lorsque vous avez, vous avez le ministre, qui avec qui ils sont en dialogue, et vous avez, la presse elle-même qui organise des séminaires pour discuter des problèmes. Je me rappelle que nous avons discuté aussi de ces problèmes pendant des années. Mais pourquoi ça ne change pas?
Répondez-nous. Oui, ça ne change pas, comme je le dis, parce qu'il y a ces facteurs dont j'avais parlé. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, quand j'étais déjà en 6e, on entendait dire les Béninois ne lisent pas. Les Béninois ne lisent pas. L'Africain, c'est pas Béninois seulement. On dit l'Africain ne lit pas. Et j'ai grandi pour constater moi-même qu'effectivement, les Africains, nous ne lisons pas. J'ai écrit, l'année dernière et cette année, j'ai écrit 2 articles comme ça, 2 articles, quelque chose de 3-4 pages. Oh, j'ai eu tellement de réactions pour me dire que c'est trop long. Donc, ça n'a pas été une réaction pour le contenu. Non. Donc, le contenu n'a pas été découvert. Non. Mais dit, pour que je puisse lire votre article, priez à revoir la durée, c'est ça? Oui, revoir, c'est ça. Et quand vous avez donc des gens qui ne lisent pas, vous voyez, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit que lorsque vous ne publiez pas Talon contre Yahi, personne ne s'intéresse à ça. Vous voyez, comment un peuple veut s'épanouir, veut se développer en regardant les hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Monsieur l'université, c'est quoi le lien que le fait que les Béninois n'aiment pas lire, oui. C'est quoi le lien que cela a avec un code de numérique qui crée des problèmes aux journalistes? Mais justement, c'est ça, c'est-à-dire que comme on n'aime pas lire, oui, on se réfugie dans les trucs à sensation. Et puisqu'on se réfugie dans les trucs à sensation, les journalistes développent donc ce genre-là, où il faut poser Sagbo à Sosa, et vous rappelez l'histoire de notre pays, où le pays a été complètement divisé, où dans le même village, Sosa a été ministre, Sagbo devient un concurrent à ce ministre et veut prendre, disons, l'ascendance en termes de popularité dans la région. Et donc Sagbo envoie dans la presse des choses contre Sosa, et vous voyez, c'est ça qui a animé. Mais monsieur Paul Mario, vous permettez que je reste encore avec vous. Est-ce que ça s'explique? Les journalistes, en tout cas le secrétaire général nous l'a dit tout à l'heure, ils sont pour les poursuites, mais des poursuites dans les règles de l'art. Le code du numérique, il a cité l'une des dispositions qui doivent être appliquées dans les normes, ne sont pas appliquées dans les normes. Il demande même une certaine éducation des hommes de justice, c'est bien ça? Oui, voilà. Une sensibilisation. Une sensibilisation. Que l'on applique les tests convenablement. Est-ce que la division de Sagbo et de Kodjo, même si on doit en parler et qu'on doit appliquer les tests, ça doit envoyer les journalistes en prison? Bon, écoutez, moi j'ai toujours dit qu'un journaliste ne doit pas être en prison. Vous savez, je vais vous donner un exemple qui s'est passé en Amérique pendant les élections. Ok. Le principe est que il faut laisser la presse dans sa créativité. Et lorsque quelqu'un déborde, mais j'expliquais cette histoire, vous avez arrêté cela, mais c'est ça le problème, c'est qu'on a... Oui, mais c'est ça le problème, parce qu'on a développé plus ce genre-là. On a développé plus ce genre parce qu'on croit que c'est ça qui intéresse les populations. Lui, il explique qu'il y a un constat qui a été fait. Sur les autres articles, il n'y a pas de réaction. Le problème est vraiment les professionnels des médias eux-mêmes. Non, c'est pas eux. C'est pourquoi j'ai parlé de repenser le Bénin. Il faut, et c'est pourquoi je suis parti chercher dans moi-même, déjà en 6e, on me disait, les Béninois ne lisent pas. Qui est-ce qui, moi, m'a encouragé, m'a appris à lire? De tout mon cursus jusqu'à ce jour, je vous dirai personne. Donc, vous demandez à ce que l'on revoie notre système éducatif. Important. Qui doit produire des citoyens. Doit produire des citoyens qui lisent, qui consomment la presse. Vous voyez, dans les pays démocratiques, c'est que les gens s'abonnent à la presse
quel que soit... Vous revenez là aux populations, on va y revenir, oui. Mais en attendant que cette éducation soit une réalité, que peut bien faire l'État? La question se pose au regard de ce que j'entends. Je vais alors vous demander, parce qu'on a dit qu'à un moment donné, avec vos plaidoyers, il y avait un effort pour qu'on puisse toucher certaines dispositions au niveau de ce code numérique. Il paraît que cela a été fait. Comment se fait-il que vous continuez à crier code de numérique? RSF parle aussi de code de numérique. Non, je crois qu'il a eu un amendement au code numérique qui n'est pas l'amendement souhaité par les journalistes. Ah bon, vous n'avez pas bien indiqué l'amendement dont vous parlez? Non, nous, on est dans un processus de plaidoyer pour la relecture du code du numérique. Qui tient compte des problèmes spécifiques de la presse. Je disais donc c'est encore en cours? Oui, ce processus est en cours. Je disais tout à l'heure que le code de l'info et le code du numérique n'est pas un code normalement pour les journalistes. Ça concerne beaucoup plus d'autres infractions, de cybercriminalité et autre chose. Donc, les dispositions du code du numérique qui concernent la presse, nous, dans notre démarche de plaidoyer, nous souhaitons que ces dispositions soient soustraites du code du numérique pour les envoyer dans le code de l'information et de la communication. Donc, c'est à peu près, cette démarche est en cours et nous souhaitons quand même que ça puisse aboutir pour qu'on puisse cesser de croire que quand on prend un journaliste, il doit être poursuivi par le biais du code du numérique. Parce que ce qui est évident aujourd'hui, c'est que quelles que soient les télévisions, quelles que soient les radios et même les presses, eux tous sont des sites d'information. Donc le distinguo qui consiste à dire bon, ça c'est une télévision, il ne doit pas avoir de contenu sur le numérique et donc appliquer les dispositions du numérique au contenu du numérique n'est pas très bien. Et donc on tente d'expliquer toutes ces choses et pour que quand on va faire les corrections, on puisse tenir compte de ça, pour que les journalistes soient à l'abri de... Tout ça, c'est à venir. Mais pour l'instant, M. Marcel Zoumenou, et le travail qui se fait sur le terrain, quel est l'effort qui a déjà été fait pour que le tableau qui semble être présenté aujourd'hui ne se répète pas? Peut-être il faudra partager encore avec les téléspectateurs là où on est aujourd'hui, la presse. Et pour y arriver, ce me semble aussi important de vous demander, on va peut-être commencer par là, oui, la question d'accès aux sources d'information, elle est aujourd'hui réglée? Passons pas de liberté de presse. Non, pas du tout. Et vous savez, tout ça, c'est ce que je dis, dans un pays où il y a une sorte de peur sur poursuivre la presse, c'est difficile d'aller faire des investigations. Et je donne l'exemple. Hier, par exemple, à l'ODEM, nous avons organisé un panel où on a invité des experts qui ont expliqué un certain nombre de choses. Mais dans le public, plusieurs confrères ont pris la parole et ont expliqué que de plus en plus dans les rédactions, quand vous faites un article, une production, et vous faites parler quelqu'un qui titille le gouvernement, les responsables vous demandent de mettre cet article de côté. Ça, soit on leur demande de faire, ou soit eux-mêmes ont peur et décident d'agir ainsi. Et c'est ce que j'ai dit, l'autocensure. J'ai dit que l'autocensure n'arrive que dans des conditions où le journaliste n'est pas serein. Quand le journaliste décide lui-même de ne plus dire des choses qui titillent le gouvernement, c'est qu'il a peur, parce qu'il a vu des choses qui sont arrivées à d'autres confrères. Donc il se dit, je ne veux pas de problème. Moi, je suis allé sur des plateaux où, pour m'installer, le confrère a dû me prendre dans une antichambre pour me demander pardon de ne pas dire un certain nombre de choses, sinon qu'il perdrait son poste de journaliste. Plusieurs fois sur d'autres plateaux où il m'a pris pendant 5 minutes pour me demander pardon, il ne faut pas être trop critique, il ne faut pas dire ça, il faut pas, pardon, si tu dis un certain nombre de choses, j'aurai des problèmes avec mes patrons. Donc, personne n'est serein. Il faut qu'on ait le courage de dire. Si les journalistes ont le courage de parler, ils vous diront qu'ils ne sont plus si libres que ça. Et donc, c'est le classement est un indicateur de ce qui se passe. Et moi, je crois que ceux qui font le débat pour dire les critères de Reporters sans frontières, ce n'est pas des critères objectifs, c'est un faux débat.
Quand nous étions premiers en Afrique, pourquoi on ne disait pas que les critères n'étaient pas objectifs? Et pourquoi maintenant qu'on nous dégringole là, c'est maintenant que ce débat vient, on dit ah, c'est pas des critères objectifs, c'est pas des critères objectifs, non, ils sont pas venus ici. Donc voilà. Oui, monsieur Paul-Marie Rissou, il y a manifestement un problème. Que des journalistes en arrivent à avoir peur de dire quand même ce qui est. Comment vous l'expliquez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, c'est une réalité. La peur est partout dans le pays. Et la peur, qui plus est, lorsque vous avez un métier qui vous expose, à tout moment, vous pouvez être en porte-à-faux avec les lois, avec ceci ou cela. C'est une réalité, mais en réalité, ce que j'ai expliqué tout au long de cette émission, c'est que c'est nous-mêmes qui avons progressivement déplacé le centre du pouvoir totalement vers l'État. Et qu'il faut que nous puissions récupérer ce pouvoir en faisant ce qu'il faut pour que, par exemple, la presse soit indépendante. Il faut être des consommateurs de presse pour que la presse soit indépendante. Mais pour être aussi consommateur de presse, c'est que la presse elle-même, comme il a dit, la presse est un secteur économique. Je vois là des solutions aussi bien à long, à court et à moyen terme. Alors, à moyen terme, qu'est-ce qu'on peut bien faire? À moyen terme, je pense qu'il est important. Je donne un exemple. Vous savez, la presse qui est la télévision, par exemple, hein, la presse qui est la télévision est une presse qui est hautement économique. C'est-à-dire qui peut produire des choses qui... Nous sommes dans le registre de la liberté de presse. Oui, bien sûr. Qui vont... Okay. Oui, la liberté est d'abord financière. Il faut se financer pour être libre. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous financer et que vous appelez des gens pour vous insulter sur le même plateau. C'est-à-dire, vous financez, vous qui êtes là, vous payez l'argent à quelqu'un pour aller à l'école et il va à l'école et il se met là et il vous injurie. Vous ne pouvez pas l'accepter. Donc, à moyen terme, il faudra... À moyen terme, il faut que la presse devienne indépendante du pouvoir politique en matière de financement. Et comment le faire? Il faut qu'elle fasse des productions qui lui permettent de pouvoir vendre et de pouvoir se suffire. Et à long terme, moi je crois franchement qu'il faut que la presse se développe, que ceux qui investissent dans la presse, que ce soit plus le modèle de ownership en anglais, de propriété. Le modèle de propriété de presse que nous avons actuellement pose problème. Il faut revoir ça. Il faut revoir ça. Marcel Zmenou, à moyen et à long terme, que faudra-t-il faire pour qu'on puisse commencer à parler d'une presse véritablement libre, même si c'est une marche? Non, je crois que c'est de façon immédiate, oui, à moyen et à long terme. Je crois que j'ai déjà dit assez sur les solutions. C'est déjà de respecter les tests que le gouvernement lui-même s'est donné. C'est de ne pas faire appliquer le code du numérique aux journalistes pour les poursuivre. Ça, s'il peut faire ça, c'est que vous allez voir, à partir de 2022, dans le classement, le Bénin va remonter. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il faut, comment dirais-je, je voulais parler des fermetures arbitraires. Je ne sais pas, je parle du cas de Nouvelle Tribune, mon journal, et de la radio Soleil FM. Et c'est des fermetures arbitraires. C'est des fermetures de trucs là d'opinion, de lieux d'opinion. Et donc, tout ça là agit. Et je crois que dans les dégringolages de 2019 et 2020, Reporters sans frontières avait parlé du cas de ces fermetures arbitraires. Il faut régler ces problèmes. C'est pas bien, il faut régler ces problèmes. Et enfin, il faut travailler effectivement à ce décrochage. On ne peut plus être financièrement dépendant à 100% du pouvoir aujourd'hui pour être une presse libre. C'est plus possible. Et donc, voilà à peu près les chantiers sur lesquels il faut travailler. Il faut travailler à
rendre le journaliste, et ça dépend de l'indépendance financière, à rendre les journalistes un peu plus à l'aise, parce que, comme on le dit, il faut un minimum de bien-être pour l'exercice de la métier. Tant que les journalistes seront des clochards qui courent derrière les PDM, ils ne seront jamais efficaces. Merci à vous, Marcel Zoumanou, professeur. Merci aussi. On se retrouvera en ce plateau et on est d'avis, il ne suffira pas pour tout éplucher. Mais l'essentiel, semble-t-il, a été dit. Demain, c'est un autre jour pour découvrir, pourquoi pas, d'autres aspects. Mais il faut se accompagner avec Thomas Jefferson. Notre liberté, dit-il, dépend d'abord de la liberté de la presse. Et elle ne saurait être limitée sans être perdue. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.